vous m'avez posé la question de ce qu'est l'ingénieur dans l'entreprise. J'ai eu le plaisir et l'honneur de remettre les diplômes à la promotion 2010, et c'est un petit peu ce que je leur ai dit. D'ailleurs, en fait, je dois vous dire, ils ont beaucoup changé par rapport à nous. Ils avaient un look absolument décontracté, mais à la fois décontracté et précis. Un peu américain, ce qui, Alain, était une surprise pour moi, mais bon. Je crois franchement qu'il faut, quand je pense à l'ingénieur dont nous avons besoin aujourd'hui et surtout demain, regarder un petit peu la complexité dans laquelle nous vivons et imaginer comment cette complexité va évoluer dans le futur. Vous avez à peu près l'équivalent de 25 pétaoctets d'informations qui sont créées par jour. Alors je vous dis tout de suite, 25 pétaoctets, c'est la totalité des informations de toutes les bibliothèques du monde. Il y a, on m'a dit, 35 milliards d'étiquettes RFID qui sont déployées. Tous ces objets communiquent entre eux. C'est l'Internet des objets. Ils se parlent. Ils construisent de nouvelles informations. Ces informations doivent être analysées pour pouvoir prendre des décisions, si possible pas stupides. Nous n'avions pas ça quand nous sommes sortis de Supélec, moi personnellement en 83. C'est ce qui est en train de se passer là, à l'heure où je vous parle en 2010. Et cette complexité du milieu, je ne parle pas de complexité des régulations, je ne parle pas de complexité des problèmes sociaux, Philippe, dans les entreprises, tout va bien, ça ne va pas aller en se simplifiant, ça non plus, mais vous imaginez que l'ingénieur de demain, c'est quelqu'un par conséquent qui va devoir faire face à une incommensurable complexité. Alors tout ce qu'a dit Julien est parfaitement exact, mais soyons humbles. Si nous pensons que ce que nous faisons est facile, et difficile, pardon, et assez complexe, dans un environnement complexe, je pense que nos successeurs vont avoir une complexité encore accrue. Alors je crois franchement qu'il faut se recentrer sur deux choses fondamentales. Je pense que, et elles sont fondamentales parce que Julien les a prononcées, je pense qu'un ingénieur c'est d'abord un innovateur et un leader. Donc une fois qu'on a dit ça, ça va, ok. L'innovation, le leadership, c'est la tarte à la crème. Je vais vous donner en fait 5 points qui, pour moi, peuvent permettre de faire ce que l'on appelle chez nous une roadmap vers l'innovation et le leadership. Okay, la première des choses, c'est très simple, mais je voulais vraiment. La première des choses, c'est que je pense, et je l'ai dit à la promotion 2010, que la formation d'ailleurs est constante, l'éducation, le fait d'apprendre est quelque chose de constant, et doit se faire dans 2 dimensions. C'est ce que les Américains appellent le T-shape model, c'est-à-dire un modèle de learning en T. D'abord, les connaissances, je dirais, générales, horizontales, c'est la barre horizontale du T, c'est-à-dire essayer d'être transversal, de comprendre les systèmes, de comprendre l'environnement dans lequel on se trouve, toujours être parfaitement adapté à son environnement, dans chaque entreprise, connaître ses clients, mais généralement. Et aussi constamment creuser un sillon, creuser une compétence qui est celle qui va vous accompagner toute votre vie. Certains diraient que c'est une spécialité, moi je crois que c'est plutôt une compétence verticale qui fait de vous quelqu'un qui a une certaine autorité. Et lorsque vous maniez en réalité à la fois la compétence horizontale et la compétence verticale, ce fameux modèle en T, vous avez une longueur d'avance. Parce que vous avez une force, une autorité qui vous vient de cette compétence, vous avez, on parlait tout à l'heure, vous avez programmé dans votre jeunesse et vous avez continué dans le développement d'applications, dans le développement de logiciels, vous continuez. Et ça ne vous empêche pas, peut-être, d'être le président d'une entreprise de services ou d'un éditeur de logiciels. Ces forces-là sont des forces absolument étonnantes pour maintenir à la fois le leadership, je crois, c'est-à-dire celui qui se montre, pas celui qui fait faire, celui qui sait faire, et celui qui convainc, et par conséquent, celui qui innove. Le deuxième point, alors, je vais vous le dire, et ce n'est pas une publicité pour de l'expatriation fiscale, en aucun cas, ne le croyez pas d'ailleurs, ne croyez pas, ce n'est pas le cas chez nous, demandez à Bernard Dufault, on n'a pas bénéficié d'un iota par notre expatriation,
Mais je crois franchement qu'il faut absolument imaginer que l'ingénieur de demain n'est pas, au risque de te décevoir, Julien, ne peut pas s'imaginer de se concevoir dans un environnement français. C'est pas possible. Mais c'est pas ce que tu as dit, je sais. Absolument pas. Et même pas international, je dirais global, forcément. Ça veut dire clairement qu'il faut inciter, je l'ai dit à la promotion de 2010, Alain, inciter nos élèves, les élèves de Supélec, à aller, et c'est ce qu'ils font, faire des stages à l'étranger très nombreux, avoir des formations à l'étranger, c'est ce qu'ils font encore plus que de notre temps. Je suis absolument impressionné par le nombre de gens qui vont à Georgia Tech ou ailleurs. Et bien entendu, dans leur carrière professionnelle, cette notion que Gita a prononcée dans ce témoignage, qui était la notion de mobilité. Pour moi, la mobilité, elle est évidemment dans l'esprit, mais elle est aussi géographique. Je ne me suis pas rendu compte, en fait, en rentrant à IBM France, où je pensais rester toute ma vie, parce que c'était comme ça à l'époque, que j'allais passer en réalité, sur 25 ans de carrière, 13 ans à l'international. 13 ans, dont 6 ans aux États-Unis. Et c'est venu, c'est une fois que je fais le bilan, je me rends compte que ça s'est passé, et c'est venu tout à fait naturellement. Le monde est un village, et il est hors de question de dire aux ingénieurs qui doivent rester dans leur landerneau. Excusez-moi, pour ceux qui sont nés à Landerneau, je sais qu'il y en a ici, n'est-ce pas? J'ai fait exprès. Mais il faut absolument avoir cet esprit, et c'est sûr parce que Bernard Vergne est un exemple de quelqu'un qui est né à Landerneau et qui a passé évidemment très grand nombre d'années aux États-Unis que je dis ça. Le troisième point, là, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir qu'on renforce un peu à Supélec, Alain, si tu me permets. Mais c'est pas que, en toute humilité, je pense que c'est la communication et la capacité à communiquer. Attention, la communication n'est qu'un moyen. Ce qu'il convient d'avoir pour un ingénieur qui a cette impérative mission d'être à la fois un leader et un innovateur, c'est de convaincre. C'est tout. La communication n'est qu'un moyen qui lui permet de convaincre. S'il est dans les affaires, il doit vendre. S'il est dans une équipe, il doit motiver. S'il est dans un chef de projet face à un client, il doit expliquer. La communication, dans toutes ses formes, c'est une science. Ça s'apprend et ça doit se renforcer. Je crois franchement que les ingénieurs de demain, Julien, doivent avoir cette capacité comme je dirais, un fondement de leur formation. Et je dirais aussi, je l'ai dit à mes jeunes collègues de Supélec, de la promotion 2010, je leur ai dit qu'il fallait qu'ils sachent parler l'espéranto, non, excusez-moi, pas l'espéranto, mais l'anglais. Et je leur ai dit non seulement qu'ils devaient parler l'anglais, mais pas un anglais de base. Je leur ai conseillé de parler un anglais choisi. Je suis absolument contre, personnellement, ce que les gens appellent le globish. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas considéré. Il faut que vous puissiez vous exprimer avec les subtilités de votre intelligence. Et par conséquent, il y a une nécessité, c'est de s'exprimer parfaitement en anglais. Donc, le troisième point, la communication, je ne vous surprendrai pas. Le troisième point est un peu plus compliqué. On parle de leadership et il vaut mieux dire le leadership créatif. Le leadership créatif, c'est plus compliqué. Ce n'est pas donner un ordre à quelqu'un. Ce n'est pas une communication top-down. Ce n'est pas créer des règles et des processus et attendre que l'organisation évidemment rallie, parce que ça ne marche pas. Ce modèle de management ne marche pas, mesdames et messieurs, vous le savez. Aujourd'hui, encore plus, avec les réseaux sociaux, avec la communication virale, avec les rumeurs qui sont des faits, vous avez la nécessité d'avoir un leadership créatif et de mettre en place, dans votre carrière et dans vos entreprises, un processus d'émanation de la créativité. Ça n'est pas par hasard qu'on trouve la créativité, c'est parce qu'on a mis en place un processus qui permet de générer les idées créatives. Et donc, les managers d'aujourd'hui sont des gens qui, encore une fois, font appel à ces compétences dont je parlais, et qui doivent convaincre, qui doivent motiver, mais qui doivent générer les idées qui peuvent transformer les business models dans lesquels nous vivons. Et ça, c'est le point clé. Le leadership créatif, c'est celui qui se transforme, celui qui s'adapte.
Et oui, il faut qu'ils s'adaptent pour pouvoir survivre. Nous sommes dans nous représentons, enfin, je t'associe encore, Julien, excuse-moi, mais et Bernard, et une entreprise qui, allez, a eu une expérience de mort imminente, disons, en 92, on va dire ça. Et oui, c'est une entreprise qui a failli mourir en 1992, IBM, comme vous le savez. On n'a pas trop dit, mais enfin, ceux qui ont suivi l'actualité, elle a su se transformer, générer des idées de façon créative et redevenir, à mon avis, le leader qu'elle est aujourd'hui. Avec exactement, d'ailleurs, à peu près la même population qu'elle avait avant 1992. Le leadership créatif est quelque chose qui est tout un programme qu'il faut pouvoir développer. Le dernier point, Julien, et tu m'excuseras, et encore une fois, là, vous allez sûrement peut-être me critiquer, mais je vous dirai une chose simple, c'est de générer une culture du résultat. Je ne vous dirai pas que seul le résultat compte, mais enfin, franchement, hein, quoi d'autre? Quoi d'autre? Alors, le résultat, vous l'atteignez évidemment avec une éthique et une intégrité parfaite, mais la culture du résultat, qui consiste à chercher, pour obtenir un résultat, à se mobiliser une équipe soi-même pour réussir et gagner, c'est quand même quelque chose que ce fameux ingénieur, innovateur et leader doit quand même avoir tout le temps en tête. Donc, voilà un peu les 5 idées forces. Alors, on s'éloigne un peu de Coluche, mais on n'est pas plié en 4, comme vous voyez, mais on a quand même un certain nombre d'idées forces qui, à mon avis, si on les conserve en esprit, quand on forme les ingénieurs, quand on les dirige dans des entreprises comme celles que vous représentez, sont, me semble-t-il, les clés du succès. Merci de votre attention.